en Chine, c'est toujours par l'art que j'arrive à comprendre. Tout d'un coup, il y a tout qui s'harmonise, il y a tout qui se confond, qui s'entremêle. Et voilà, et tous ensemble, on va dans la même direction. À voir qu'on est frères, à voir qu'on est les mêmes, à voir qu'on peut construire quelque chose ensemble. Effectivement, il y a quelque chose de très instinctif. Vous pourriez dire aux spectateurs chinois quelque chose qui vous a motivé dans le théâtre. Pourquoi vous avez aimé le théâtre? Le théâtre peut nous faire comprendre des choses qu'on nous demandait de ne plus voir. On ne truque pas, on ne triche pas, c'est réel. Il y a eu quelque chose de nécessaire, de vital. C'est de dire que c'est beau quand même. C'est une forme de résistance à la bêtise du monde. Comme les besoins primaires. Et c'est très très émouvant de voir que c'est l'art qui résiste, au fond. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en. Nous nous sommes installés au théâtre, plus précisément sur la scène du Bourgeois Gentilhomme, en compagnie de deux comédiens de la troupe, Bénédicte Gilbert et Pascal Rénéric. Ensemble, nous avions prévu de passer une petite heure pour parler du spectacle de leur tournée en Chine, le lendemain de la première du spectacle à Pékin. Mais passant du Bourgeois Gentilhomme à Molière, puis de Paris à Pékin, échangeant nos points de vue, racontant nos propres expériences, ce rendez-vous d'après-midi s'est transformé en une émouvante déclaration d'amour collective à cet art du simulacre. Rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre, dit Louis Jouvet. J'avais rencontré et parlé avec des spectateurs la veille, avant et après le spectacle. J'étais amusé par leur curiosité, leur ouverture face à cette troupe venant d'ailleurs, parlant une langue qu'ils ne comprennent pas. J'étais impressionné par leur amour naissant du théâtre. L'idée m'est alors venue de demander à Bénédicte et à Pascal de partager avec nos téléspectateurs leurs émotions du théâtre. Puisque le théâtre n'est pas le pays du réel, mais le pays du vrai, il y a des cœurs humains dans les coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la scène. Voici la deuxième partie de ce numéro spécial Parlons-en, consacré au théâtre. Théâtre, nos plus belles histoires d'amour. Comment vous avez créé ce spectacle Molière? D'abord, c'est une pièce plutôt particulière, c'est une comédie-ballet. Il y a la musique, le chant, c'est un théâtre total. Vous avez travaillé pendant combien de temps? On a commencé à travailler séparément, les comédiens d'un côté, les musiciens de l'autre, pendant quelques 2-3 semaines. Ouais. On a cherché, tâtonné, et effectivement, quand il y a eu le premier rassemblement des arts, mais ça a été une première jouissance, mais ça a été exceptionnel. Moi, je me souviens de cette première journée où ça nous a tous d'un marqué. coup, tout a convergé. Ça a été magique. Ça doit être une expérience extraordinaire à vivre pour des comédiens justement de Oui. voir tous ces gens de... Oui, on pleurait. On pleurait de joie, de On beauté. pleurait de joie, ouais. Et puis, on peut dire que, parce que Denis Podalides, il avait prémédité un peu sa mise en scène, mais il s'était quand même dit, ce premier jour, je vais faire comme Monsieur Jourdain. Je vais rien dire. Ouais. On va dire, un peu les musiciens sont là, un peu les danseurs là, puis allez. Puis il m'avait dit, moi j'ai fait la libellule, le papillon, pareil, j'ai carte blanche, j'ai le droit d'aller embêter tout le monde, et on va voir ce qui se passe. Et il y a eu des tensions, les danseuses qui disent, bah non, là c'est pas possible, le musicien qui fait, bah il faut nous attendre. C'était passionnant. Et on a eu le conflit qui est écrit Qui dans la est raconté pièce. dans la pièce. On l'a vécu véritablement. Ça, c'était incroyable. Voilà, et ça s'est harmonisé incroyable. de soi-même par Monsieur Jourdain. Et c'était pas joué, c'était vrai. Non, c'était vrai. C'était vrai. Et lui, il devait sourire, Denis, il devait être trop content de son effet. Vous avez gardé ça? Vous les On s'en avez est gardés dans le inspiré. jeu? On s'en est inspiré, oui, Oui. tout à fait. Ah bah bien sûr, Oui. bien sûr. Bon, ça s'est simplifié, et puis après, voilà, mais il y a énormément de choses qui se sont trouvées ce jour-là. Je sais que moi, si je joue une émotion spéciale sur le deuxième air, où j'écoute et que je pleure, c'est parce qu'il me dit, bah, allez, on joue, que t'es ému du truc, et on a tous été surpris. Puis la musique baroque, moi, je la connaissais pas. Et puis, d'avoir une danseuse, une grande danseuse qui danse à 1 mètre de toi, attends, c'est... C'est fascinant. Ah ouais, c'est fascinant.
La révérence. À l'époque de Molière, justement, le théâtre italien était très à la mode en France. Est-ce que Molière s'est inspiré un peu justement du théâtre italien avec le théâtre de la rue, les masques, la commedia dell'arte? Je pense que c'était dans l'inconscient collectif de tout le monde que le théâtre, c'était celui issu des fabliaux, hein, ou des récits du théâtre qu'on jouait à côté des églises, etc. Mais moi, et puis, bon, les Italiens, alors Lully était italien. Il faut savoir que l'art italien était moqué par les Français. On se moquait très facilement des Italiens parce qu'ils étaient très forts aussi pour la Renaissance italienne. Elle avait ébloui tout le monde, donc il fallait s'en moquer pour inventer quelque chose. Et Molière est pile à l'époque où Louis XIV triomphe de tous ces arts. Voilà, il devient le plus fort de l'Europe avec tout ça. Et bien sûr, et la galerie des personnages, là, dans le Bourgeois gentilhomme, on en a, c'est superbe, on a les marquis, hein, qui sont au niveau du roi. On retrouve Harlequin. On retrouve Harlequin, on retrouve les maîtres. D'Ancoviel. Voilà, exactement, oui, voilà. Voilà, la soubrette, la femme, voilà, toutes ces figures qui sont une espèce de peinture de la comédie humaine de l'époque. Enfin, je sais pas, moi je pense à ton entrée. Oui, dans la gestuelle. Oui, mais certainement, mais j'y ai pensé, mais rapidement. Quand je vous ai vu faire votre entrée pour Dorimène pour la première fois, j'ai pensé à la commedia dell'arte et j'ai pensé aussi à l'opéra chinois. Oui. Parce que dans les opéras traditionnels, il faut faire son entrée face, vraiment très... Effectivement, en venant jouer ici, je me suis dit que certainement... Donc ouais. c'était intentionnel? En tout cas, pas au moment des répétitions, mais en arrivant ici hier, j'y ai pensé. Ah bah j'ai vu. J'y ai J'ai vu pensé, vraiment, donc ça voilà. faisait vraiment Ouais. une entrée de personnage d'opéra de Oui, Pékin. oui. Voici monsieur le comte et une dame qui viennent de Rannon. Monsieur dit comme cela danser ici et qui va venir. Voilà qui est bien. Et comme monsieur Tola a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus utile. Vous êtes en fait. Je me réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Monsieur Jourdain de Pascal Rénéric, parfois on a beaucoup de tendresse pour lui. Mais pendant le spectacle, quand j'ai commencé à me dire, mais en fait, il est très émouvant, très touchant, et on a presque, enfin, on le comprend. Et puis d'un coup, il y a une scène où il bat Nicole, et je trouve très cruel, et du coup, toute ma sympathie avant disparaît. Ouais. Donc, comment vous voyez ce personnage? Le paysage humain, il est fait de plein de strates. On est comme des millefeuilles d'attitudes. On a plein de masques. On a un masque quand on est chez soi, on a un masque quand on est avec ses enfants, on a un masque quand on est avec des gens qu'on veut séduire. Voilà. Donc plus j'en raconte, plus je me dis que le personnage est universel. Et je voulais pas rater ce coup de bâton de Nicole, qui quand même m'espionne. Et non, c'est surtout parce que dans la turquerie, à la fin, il est battu. C'est marqué qu'on tourne autour de lui et, comme dans toutes les pièces de Molière, à un moment donné, celui qui est attrapé, celui qui est dupe, on le roue de coups de bâton. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette image d'il y a 300 ans que ça devait être vraiment bien violent, les
coups de bâton, les Ouais, c'était très réaliste, hein, et du coup très violent. Ouais, du c'est très côté violent. des Et donc je me spectateurs. dis, c'est une manière de raconter que le personnage, enfin Nicole, qui est battue, hein, la soubrette qui est tapée, et est vengée, c'est le geste qui sera vengé pendant la turquerie, où chacun des personnages déguisés en turc va venir se venger, et voilà. Et ça réconcilie quelque chose, c'est que toi, Monsieur Jourdain, toi, fou génial, hein, qui part à l'aventure des arts, etc. Bravo, tu as réussi à réconcilier tout le monde. En même temps, tu es passé par un endroit que tu n'aurais pas dû, c'est que tu as battu, tu n'as pas réussi à t'expliquer, tu as été trop bête. Donc c'est touchant, quelqu'un de bête et naïf, etc. Mais c'est aussi pas beau, les gens naïfs. C'est aussi dommage, il faut se réveiller pour être assez intelligent, pour pas sombrer dans la tyrannie et la violence. Et j'aime bien que le monde autour de lui lui fasse la correction, lui fasse un retour de bâton. Voilà. Oui, du coup, alors vous parlez du moment de la cérémonie, justement où il va devenir Mamamouchi, et c'est une scène en fait qui en lisant, c'est assez drôle. Et en général, cette scène fait rire la salle, et pourtant quand j'ai vu cette mise en scène là, c'est une scène, je trouve, horrible, Elle est cruelle, Ouais. noire. Et je trouve cet homme, et là, on se moque de lui, on l'humilie, Ouais. et il est vraiment. Et là, on voit l'homme bourgeois, enfin, qui n'est pas noble justement, et qui se fait vraiment. Ouais. On le fait comprendre quoi. Non, jamais tu arriveras à entrer dans un monde auquel tu n'appartiens pas. Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est pour qu'il y croit. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qu'on amadoue pour lui soutirer son argent, etc. Et au moment du larcin, au moment où on va le voler, où on va l'escroquer, hop, là c'est pas drôle. Et là on accélère, et là on le stresse, et on le tape, et il n'a pas le choix, et tac. Et c'est comme ça que voilà, on ouvre le cœur de quelqu'un en lui faisant, vous allez voir, vous allez être le plus grand des seigneurs, et là, pan, tac, donc c'est comme un espèce de rite initiatique violent, et en fait ça rend, on m'a tellement battu que c'est sûr que là je suis Mamamouchi, ils l'ont pas fait pour me, je peux pas imaginer qu'on m'ait vraiment tapé. Si, tu vois, si tout à fait. Il est dans sa logique. lui dans sa logique de devenir Mamamouchi vraiment. Et alors voilà, comme un rite initiatique africain, où on va passer une épreuve terrible, où je sais pas, il y a aussi les Inuits, ils avaient des trucs terribles où il fallait se jeter dans la glace ou je sais pas quoi. Il est prêt à tout, quoi. Il est prêt à tout. Il est prêt à pour souffrir. devenir Voilà, la personne. Pour accéder puisqu'il n'est pas Mamamouchi de naissance, alors sûrement il va y avoir un truc très violent qui remplace, et il est prêt à se faire taper. Et voilà. J'ai lu quelque part, justement, le metteur en scène Denis Podalides qui dit que cette scène, c'est le moment. En fait, c'est le moment de gloire de Monsieur Jourdain, même si c'est un tout petit moment, un moment très court. Mais en même temps, pour moi, c'est un moment de gloire, mais c'est aussi un moment de dure réalité. Ouais, souvent l'un ne va pas sans l'autre. Oui. Oui, en même temps, c'est double gloire. C'est la gloire pour les autres. Parce que ça y est, on triomphe de Jourdain. Il prend sa leçon. Et en même temps, grâce à cette supercherie, tout le monde va être marié comme il faut. Et puis lui, il a l'impression que... Voilà. Donc c'est en ça qu'il est et dupe et triomphateur de toute cette histoire. Et là, je trouve que la trouvaille de Molière est vraiment géniale. Anabaptiste Ya Friedrich Ya Profit Ya Usita Police Rolliste Ya Bagarre Terron
Est-ce que vous connaissez, depuis quelques jours vous êtes en Chine, vous avez entendu le mot Tu Hao? Tu hao. Non. On l'aurait entendu dans quel contexte? Alors, Tu Hao, en fait, c'est un mot chinois qui désigne les nouveaux riches qui se sont fait de l'argent très vite, mais qui en général, qui adorent, par des signes extérieurs de richesse, montrer qu'ils sont riches, mais qui sont parfois que les gens trouvent un peu ridicules parce qu'ils n'ont pas de goût. Alors, c'est un regard très condescendant presque. Enfin, les gens, justement, quand on dit Tu Hao, c'est pas... C'est péjoratif, quoi. C'est un regard presque méprisant, condescendant. Et du coup, ce mot-là, moi j'ai pensé à M. Jourdain, enfin, le regard que les gens pourraient poser sur un personnage comme ça aujourd'hui. Parce que c'est un tout rare, non? Ah, on peut tout à fait le dire. Sauf qu'il, lui, il ne veut pas montrer sa richesse. Oui, et puis il s'émerveille véritablement de tous ces arts. Il est plus un enfant gâté ou... Il est ébloui, c'est-à-dire il est aveuglé, c'est-à-dire il est ébloui par la beauté. Il ne sait pas par où commencer, en fait. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est bien de relever ça parce que souvent on a l'analyse ça. On a eu cette analyse-là aussi à Moscou, hein, où le phénomène des nouveaux riches est très, très, très observé et observable. Oui, je pense qu'à Moscou, en Russie ou en Chine, c'est justement cette pièce-là peut faire résonance par rapport à la société actuelle. Bien sûr. Et c'est très bien qu'on en rie, et si les Chinois en rient ici, ils doivent y penser, c'est sûr. Vous connaissez forcément la pièce L'Impromptu de Versailles de Molière. Justement, Molière dit par la bouche de Brécourt que l'affaire de la comédie est de représenter en général les défauts de tous les hommes et principalement des hommes de notre siècle. Est-ce que vous pensez que dans les pièces de Molière, là, Le Bourgeois gentilhomme écrit, c'est une comédie écrite en 1670. Est-ce que vous pensez que des sujets du XVIIe siècle sont toujours d'actualité en France et puis ailleurs? Ben oui, c'est évident. C'est l'exemple que tu viens de nous donner. Ça fait résonance et en Chine et à Moscou et par chez nous. Donc oui, tout à fait. Est-ce que ça soigne? Le rire est un peu médecin. Il fait beaucoup de bien aux assemblées qui viennent nous voir. Hein, voilà, peut-être que les Chinois se disent les nouveaux riches, ils sont vraiment ridicules. C'est vrai que c'est idiot tout ça. Et ceux qui rient peut-être le sont justement eux aussi. Peut-être que ça. Vous avez dit justement quelque chose que j'ai trouvé assez drôle à la rencontre avec les élèves du lycée français. Vous avez dit ceux qui rigolent, c'est quelque part pour dire que non, eux ils ne le sont pas. Oui, ils le sont et puis ils ne le seront plus. C'est ça, ouais. Mais même au-delà de nouveaux riches, le fonctionnement de la cellule familiale, on s'aperçoit que c'est aussi la même. Ouais. Les hiérarchies, les conflits, Moi, j'aime bien cette idée de frontière entre l'homme et l'animal. Hein. C'est Deleuze qui explique ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de littérature qui ne parle pas du monde. L'auteur de théâtre qui va parler de lui, de sa petite histoire, c'est pas valable. On se rend compte que ça ne tient pas longtemps. On ne parle déjà d'une œuvre, ne parle que si elle parle du monde entier. C'est le projet Mallarméen aussi encore, de réussir à résumer, résumer l'univers en une seule et même œuvre. Et quand on touche un endroit de l'homme qui est un endroit d'instinct,
un endroit d'animal, un endroit où l'animal est digne. C'est-à-dire où cette frontière où l'animal pourrait être un humain et l'humain un animal. Ah, là on a quelque chose qui est universel et que tout le monde reconnaît, et que si on rit à la bêtise de l'escrime, c'est qu'il y a quelque chose de l'apprentissage enfantin, et en même temps, on est à un endroit où c'est très humain, etc. Donc oui, les grands auteurs, c'est souvent le même projet. C'est de dire que c'est beau quand même. C'est une forme de résistance à la bêtise du monde et à l'espèce d'idée de lieu commun que tout le monde aurait sur le monde, etc. Et que l'art fait non, il casse cette frontière-là et il emmène le monde sur un truc plus beau et qui est un endroit beaucoup plus fort, beaucoup plus noble que les opinions communes de tout le monde, et qui est un endroit d'humanité animale, en fait, quelque chose comme ça. Voilà, alors ça j'aime bien ça, mais tout à l'heure je me disais, mais finalement, est-ce que les sujets sont contemporains, nanani, nanana. Est-ce que l'homme va changer? Est-ce que l'homme va changer en bien? Est-ce que l'homme va changer en beau? Il faut absolument qu'on soutienne, qu'on souffle sur le feu de l'art, parce qu'il n'y a que ça qui... Je ne vois que ça qui... Moi, quand je visite en Chine, c'est toujours par l'art que j'arrive à comprendre, et la culture, à rencontrer les autres, à voir qu'on est frères, à voir qu'on est les mêmes, à voir qu'on peut construire quelque chose ensemble, etc. C'est par l'art tout de suite, c'est par l'art premier que je trouve ça. Donc j'essaie de me dire, je sais pas, on voit les opéras chinois, on visite la visite interdite, on voit tous ces niveaux d'opéra, tu vois, les gens qui... la musique, tout ça, c'est très très émouvant de voir que c'est l'art qui résiste, au fond. Hier, quand j'ai vu le filage et la représentation, c'était très émouvant pour moi parce que j'ai vu Isabelle Gardien qui joue cette fois-ci dans cette tournée Madame Jourdain. La première fois que je l'ai vue, c'était dans La vie parisienne d'Offenbach, mise en scène par Daniel Meskisch à la Comédie Française en 96-97. Et c'était la première fois que moi j'allais voir un spectacle à la Comédie Française. Et c'est ce spectacle qui m'avait donné envie après de m'abonner à la Comédie Française, et de voir de spectacles et puis de découvrir plein d'auteurs de théâtre différents. Et là, je la vois ici à Pékin. Donc, Et puis, je vous vois Bénédicte, et je connais Bénédicte depuis 2 ans, justement pour un autre projet de théâtre. Je trouve que le théâtre aussi, c'est quelque chose on ne truque pas, on ne triche pas, c'est réel, et que ça réunit des gens quelque part, et ça permet à des personnages de se rencontrer, et puis à des gens de se rencontrer réellement dans la vie. Et c'est pas justement quelque chose, là, dans le théâtre sur scène. Ça va bien au-delà, et comme vous allez au lycée français. Le théâtre, ce n'est pas justement sur scène, c'est partout, en fait. C'est super de dire ça. Le théâtre en France est presque devenu, je pense que même moi quand je vivais en France, ça fait partie presque de notre quotidien. On a envie d'aller au théâtre, on a envie de voir des pièces de théâtre. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau en Chine. Depuis quelques années seulement, les gens commencent à s'intéresser au théâtre. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont envie, mais qui trouvent que c'est quelque chose de trop inaccessible ou trop incompréhensible pour eux, est-ce que vous pourriez dire aux spectateurs chinois quelque chose qui vous a motivé dans le théâtre, et pourquoi vous avez aimé le théâtre? C'est des questions tellement... je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi, effectivement, il y a quelque chose de très instinctif. C'est vraiment le terme que tu emploies depuis le début, mais il y a eu quelque chose de nécessaire, de vital. Moi, j'ai commencé par faire énormément de sport. J'ai dû arrêter parce que j'ai eu un problème au genou. Et puis, tout de suite, je me suis mise à faire du théâtre, et j'ai vu qu'il y avait vraiment des lieux de correspondance entre le sport et le théâtre. Et donc, quelque chose dans le corps qui se passe, pour nous, acteurs, mais très certainement pour les spectateurs également. J'en suis certaine. Une nécessité. Une nécessité. Comme les besoins primaires. Comme les besoins primaires, oui, tout à fait. Pascal?
Et moi, je suis toujours. Moi, je me suis arrêté très vite au théâtre. Moi, pareil, pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'aimais bien. Je voyais des humains. On était une assemblée d'humains face à une autre assemblée d'humains. Et je trouvais ça assez. J'étais petit, je me disais pas que c'était métaphysique, mais au fond, j'avais un espèce de vertige. Je dis, mais c'est fou, on me fait une peinture du monde. Bon. Et quelque chose se créait entre les humains qui jouaient là et nous. Et nous, là, et l'assemblée qui rigolait. On envoyait des signes, eux nous envoyaient d'autres signes, des chants, des postures, et nous, on était dans un autre territoire, et on communiquait de territoire à territoire par signes. Et on envoyait des signes, on applaudit, on rit, on entend, on respire, et dans le silence du théâtre, il va se créer quelque chose. Et en fait, cette frontière étrange qu'il y a entre deux acteurs, c'est la même qu'il y a entre les acteurs et la salle, et il se crée vraiment quelque chose de vivant, d'indicible, de beau, qui est la circulation mystérieuse de la vie même. Je pense qu'on peut la sentir, la toucher, et en ressortir, waouh, avec les cheveux hérissés d'énergie. Oui, on est vivant, et c'est vivant. Et le théâtre, c'est vachement beau sur ça, c'est presque, moi j'allais dire, c'est presque mieux que la peinture, quoi. La peinture, c'est vachement dur à bien faire. Hein. La littérature, encore plus, bravo. Mais il y a un truc, l'art vivant. Il faut la musique en direct, la parole en direct. C'est beau, là. C'est des cérémonies ancestrales qu'il faut absolument qu'on entretienne parce que c'est là, c'est des assemblées, ces lieux-là, ils sont presque dangereux pour ceux qui ont du pouvoir, pour les politiques, etc. Parce que là, on voit la vraie vie. Et on peut comprendre, on peut faire des raccourcis. Alors qu'on peut être dans un monde où on nous demande de ne pas trop comprendre. Au contraire, le théâtre peut nous faire comprendre des choses qu'on nous demandait de ne plus voir. Donc des fois qu'on se dit « on ne va rien comprendre », en fait, il va se créer en nous. Et c'est ça qui est beau, effectivement. Tu parles de frontières, c'est quand cette frontière-là s'estompe entre la scène et la salle. Et que tout d'un coup, il y a tout qui s'harmonise, il y a tout qui se confond, qui s'entremêle. Et voilà, et tous ensemble, on va dans la même direction. Un partage collectif en fait, et voilà, de ce côté-là et puis de l'autre côté. Merci. Et comme je pense le spectacle de la vie parisienne qui m'a donné envie ensuite de voir d'autres pièces, je pense que le Bourgeois gentilhomme ici au Centre des Arts de la Seine à Pékin va marquer dans les esprits de beaucoup de spectateurs, de jeunes spectateurs que j'ai vus hier soir. Ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu un vrai Molière sur scène. Et donc je pense que ça va leur donner envie de s'intéresser à Molière. Grâce à vous, s'intéresser à nouveau à ce merveilleux théâtre. Donc merci à vous. Merci à vous. Et merci à M. Jourdain de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci à vous de nous suivre sur CCTV Français tous les samedis. À la prochaine. 这是我第一次看音乐戏剧，就是我觉得这个形式很好，而且我感觉底下观众跟我一样都是很容易接受里面的一些幽默的地方，也能看得懂，而且里面的音乐跟舞蹈的结合，跟整个戏剧都是节奏都非常好。我觉得就是我推荐其他的观众来看这个戏，是一个非常有趣的戏。我最喜欢就是开始的时候戴着一副红手套的那个音乐家。 就是他，就是我以前读剧本的时候就觉得是个很普通的龙头，但他一上来就是摸了一下那个学生，然后他那种，他作为一个就是等于是讨饭的，他那种狂暴让我觉得非常有震撼。你们会法语吗？不太会，但都有学一点点。哦，那就是对于你们来说，就是看这样的一个外语的话剧会有障碍吗？还是它旁边有字幕，那还好。就我觉得它还是应该设计相对再人性化一点。它基本上还是通过音乐还有那些舞美来表达一些意思，我觉得还是基本上可以理解的。所以是如果需要打分的话，1到10分，你会给几分？如果打9分吧。9分吧。9分。好，9分。好，谢谢。